Je suis hyper heureuse. Aujourd'hui, j'ai pu interviewer Ben des écopreneurs. Restez jusqu'au bout. On va vous partager plein d'éléments sur comment structurer un projet on est écopreneur, comment en fait, avoir de belles valeurs et réussir à gagner sa vie tout en restant aligné avec ses valeurs. Comment trouver des fonds, comment se structurer, à quel type d'événement aller. Voilà, masse en fait d'informations et d'outils pratiques pour les écopreneurs. Hello Ben, bienvenue. Salut Marine, Je suis enchanté. ravie de te recevoir aujourd'hui. Salut. On a eu l'idée de faire cet échange ensemble, justement suite à une discussion qu'on a eue tous les deux, où on s'interrogeait sur les profils de personnes qui avaient de très belles valeurs et leur introduction dans le monde de l'entrepreneuriat, les atouts qu'ils pouvaient avoir, aussi un petit peu les freins qu'ils peuvent avoir par rapport à leurs valeurs. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour démarrer déjà, qui tu es, ce que tu fais? Ouais, bah écoute, je suis plutôt assez bien placé pour répondre à cette question parce que j'ai moi-même traversé ce genre de problématique. J'ai démarré mon parcours il y a maintenant une vingtaine d'années dans la transition écologique, en construisant ma propre habitation, enfin en quittant un petit peu le système si tu veux, en construisant ma propre habitation en paille, en terre crue, à base de matériaux locaux, etc. Ah En ouais. m'autonomisant, si tu veux, aussi en production nourricière, vivrière, de légumes, de choses comme ça, en faisant mes poulets, mes poules, mon bois de chauffage. Bref, j'avais un petit peu quitté le monde, si tu veux, qui me convenait pas. Je trouvais qu'il me marchait sur la tête. Et quand j'ai commencé à construire cette habitation et à avancer dans cette transition, je me suis aperçu quand même qu'il fallait quelques sous pour payer les factures, qu'on ne pouvait pas vivre de légumes et d'eau fraîche, tu vois. Donc j'ai commencé à me dire, bah, qu'est-ce que je vais faire? Et autour de moi, j'avais que des pommiers à pesticides, des élevages de canards, des trucs vraiment pas cool. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à transmettre ce que j'avais appris en construisant ma maison dans l'éco-construction. Ensuite, j'ai petit à petit évolué là-dedans. J'ai créé ma première auto-entreprise dans l'éco-construction. J'ai fait des petits chantiers. J'ai participé à la création de l'éco-centre du Périgord, qui est un des premiers lieux phares dans ce domaine-là, dans le domaine de l'écologie, de la transition écologique, etc. en France. Et petit à petit, j'ai évolué. Donc, j'ai commencé à créer, à ajouter dans mon arc professionnel, on va dire, une corde de gestion de l'eau, assainissement par les plantes. Donc, j'ai ouvert un bureau d'études dans ce domaine-là. J'ai commencé à faire des systèmes de toilettes sèches, des systèmes de filtres plantés de planter de roseaux, tu sais, pour traiter les eaux. Et puis après, j'ai découvert la permaculture qui est en fait une démarche globale qui vise à autonomiser les communautés, aller vers plus de durabilité, etc. Et là, je suis carrément allé me former auprès des fondateurs en Australie. Et j'ai passé 6-8 mois là-bas. Et je suis revenu en France avec ce bagage-là. Et j'ai commencé à créer le premier bureau d'études spécialisé en permaculture en francophonie. Et puis les premières formations en ligne qui sont sur ce sujet-là. On est en 2013. Donc voilà, depuis ces temps-là, je me suis professionnalisé petit à petit. Alors moi, j'ai découvert tout un tas de challenges dans mon parcours, dont ce dont on parlait précédemment, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, l'écologie, le perfectionnisme, la culpabilité de jamais en faire assez. Tous ces tiraillements intérieurs qu'on peut avoir quand on entreprend et qu'on a des valeurs fortes. Ouais, je peux en parler pas mal. Et c'est vrai que bon, je t'ai résumé le parcours en mode Ok. TG, mais oui, j'ai traversé beaucoup de challenges à ce niveau-là. Ouais. Ok, donc top parcours. Donc du coup, ce qu'on avait pas mal pointé du doigt la dernière fois dans notre échange, c'était la relation avec l'argent, la relation avec le fait des objectifs financiers qu'on peut avoir. Est-ce que tu as eu des changements, toi, mentaux par rapport à cet aspect-là? Est-ce que tu as passé des gaps? Ouais, bien sûr. Bien sûr, le début de mon parcours, j'étais dans déjà la recherche personnelle de m'autonomiser au niveau financier, ce qui est logique, ce qui est pas souvent non plus dit, hein. C'est souvent dit entre parenthèses quand on commence parce qu'on n'ose pas trop se dire: «Oh là là, je vais être égoïste si je veux gagner de l'argent dans l'écologie ou si je veux gagner de l'argent dans quelque chose qui me plaît». Mais pourtant, le premier objectif quand tu te lances, c'est bien de t'autonomiser financièrement, c'est-à-dire, de pouvoir quitter ton job et de pouvoir te dire: j'ai un revenu, il est suffisamment important pour que je puisse assurer mes dépenses et que je puisse envisager, comment dire, de poursuivre, quoi. Donc premier objectif, c'était ça, avoir un revenu minimum de base, on va dire, pour au moins gagner ma vie, entre parenthèses, dans quelque chose qui rejoint mes valeurs. Après, j'ai évolué dans tout ça. C'est-à-dire qu'au début, tu te dis, ouais, je veux pas trop gagner d'argent parce que je veux pas être dans cette logique du toujours plus, du truc, etc. Parce qu'en fait, tu agis en réaction par rapport au monde que tu as quitté, qui Ok. est
ce monde-là, c'est-à-dire toujours plus d'argent, toujours plus de profit au détriment des humains, au détriment de la planète. Seulement, en fait, l'argent n'est pas le problème, c'est plutôt la démarche qui est le problème, c'est-à-dire la manière de faire. J'ai pu comprendre au fur et à mesure du temps que l'argent ne générait pas seulement ce genre d'effet dégénératif, mais qui pouvait aussi avoir un effet régénératif. C'est-à-dire que si tu l'utilises correctement, il peut te servir à déclencher des projets encore plus ambitieux, donc avec une mission encore plus importante et un impact encore plus important aussi sur tes valeurs et tes objectifs, qu'il te permettait toi aussi de vivre mieux, et on n'a pas à culpabiliser aussi de vivre mieux et bien. Hein, c'est quelque chose de normal qu'on se doit aussi, qu'on doit aussi à notre famille, à nos enfants, qu'on doit aussi préparer notre futur, etc. Et c'est important. Et donc, tout cela a commencé à germer dans ma tête et à devenir de plus en plus clair au fur et à mesure de l'évolution de mon parcours. Oui, bien sûr, aujourd'hui, je suis très heureux de générer des revenus importants pour pouvoir continuer à démultiplier mon impact, pour pouvoir continuer à être encore plus efficace dans celui-ci. Parce que, encore une fois, et je vais te le dire plusieurs fois, peut-être dans cette interview, on n'a pas le temps de faire les choses. Donc aujourd'hui, on n'a pas le temps de penser petit. Et moi, je pensais petit au départ, et c'est normal, c'est un peu logique aussi. Aujourd'hui, j'ai des grandes ambitions. J'ai de grandes ambitions parce que les défis qu'on vit au niveau écologique et humain dans ce monde, ils sont urgents, ils sont très urgents, et ils sont massifs. Donc en face, on a besoin de gens qui ont du courage, on a besoin de gens qui ont de l'ambition et qui font. Et pas qui passent des années à penser, à tergiverser, à ne pas agir, etc. C'est pour ça que moi aussi, je suis comme toi, j'accompagne des personnes et je les amène très rapidement dans cette logique-là. Tu parles justement avec eux sur cet aspect relation avec l'argent, la réussite, la taille des ambitions? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, je choque même volontairement. Je choque même volontairement. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui me dit, mais tu sais, moi, je veux pas gagner d'argent, je veux surtout pas me développer, etc., il n'est pas suffisamment connecté à son pourquoi, il n'est pas suffisamment connecté à sa mission. La simple raison de cela, alors ça choque quand je dis ça, évidemment, et je les choque quand je dis ça, mais je le fais exprès, c'est pour avoir un électrochoc aussi, pour que le système de croyance évolue et change. En fait, on a la possibilité, nous, en tant qu'occidentaux, de générer des revenus. On a la possibilité de le faire avec des belles activités et donc de générer l'impact qui va avec. Donc, si tu ne le fais pas, si tu t'empêches de le faire, eh ben pour moi, tu tronques ta mission. Tu ne fais pas quelque chose que tu pourrais développer, qui pourrait être grand. Et si tu veux, l'autre logique de cela, c'est que pour donner quelque chose, pour être altruiste, pour partager quelque chose, il faut posséder quelque chose. Il y a des gens qui pourront me dire, en entendant ça, ouais, mais non, tu n'es pas obligé de posséder quelque chose. Tu peux donner de l'amour, tu peux donner machin, tu peux donner de l'énergie, tu peux donner des sourires. Ouais, mais non. Quand tu vas mal, hein, quand tu n'es pas capable d'assumer tes besoins au quotidien, quand tu es dans le dark parce que tu ne gagnes pas suffisamment d'argent et que tu n'as pas suffisamment de quoi te payer à bouffer ou d'amener tes enfants dans des loisirs ou des trucs comme ça t'amène pas des sourires, ça t'amène pas, c'est compliqué, tu vois. Donc je les choque là-dessus, c'est-à-dire que pour avancer sur ce sujet, je leur dis, vous avez le devoir, dans la situation dans laquelle vous êtes, de développer quelque chose parce qu'en fait, vous avez tous les moyens de le faire. Et c'est vous qui avez la responsabilité, c'est nous qui avons la responsabilité de faire des choses ici parce qu'on a plein de possibilités de le faire. On a plein de ressources pour le faire et dans le monde, c'est pas toujours le cas. On pourrait dire, même pour être un petit peu extrême, mais c'est un peu limite une démarche égoïste en fait, que juste de vouloir faire un petit truc pour toi en fait. Parce que finalement, si tu dis juste, moi je veux gagner juste un petit peu, bah effectivement, dans des volontés en fait de métier à impact comme le tien, bah, en vrai ton impact, c'est à horizon 100 mètres carrés autour de toi et rien de plus en fait, tu vas pas bien plus grand. Qu'est-ce qui fait à ton avis qu'ils ont fréquemment cette pensée-là, qu'ils arrivent fréquemment avec cette taille d'ambition, cette taille d'entreprise à... Mais il y a plusieurs facteurs qui sont normaux, encore une fois. Il ne faut pas s'en vouloir, hein, pour les personnes qui écoutent cette interview, d'être dans cette, dans cette logique. Et à ce moment-là, les choses se développent de manière cyclique chez l'être humain. On fait péter ses croyances en avançant, on se remet en question si on est curieux et si on a envie de vraiment impacter le monde. Et qu'est-ce qui fait ça? Il y a plein de choses. Déjà, il y a le système pour moi en place, dominant, qui broie les humains. C'est simple, hein. Donc, on détruit tout ce qui est créativité. On détruit tout ce qui est confiance en soi. Pour moi, hein, aujourd'hui, le système éducatif, l'environnement de société, les hiérarchies, les choses comme ça qu'on a dans les systèmes salariat, etc., et conventionnels, sont des environnements où on écrase l'humain, quoi. La plupart du temps. Attention, c'est pas le cas partout. Il y a des endroits où ça se passe très bien, il y a des écoles où ça se passe bien, mais je parle d'une manière générale. Donc, si tu veux, quand tu sors d'un environnement comme ça et d'expériences comme ça,
d'une part, tu n'as pas confiance, tu ne penses pas que tu peux faire des grandes choses, alors que tout le monde peut faire des grandes choses. Et la confiance, ça se reconstruit. Deuxio, tu es dans un système où tu as vu des gens qui avaient du pouvoir grâce à l'argent ou autre, dominer d'autres qui sont exploités, etc. Et donc, toi, tu t'es construit en fait un système de croyance, un système de schéma de pensée qui est basé là-dessus. Et donc, tu agis en réaction, en fait. Tu vois. Et ça, c'est ce qui génère ce genre de schéma de pensée. Et parfois, je t'avoue, et chez moi, ça a été le cas, ça met des années à déconstruire ça, à penser autrement. Des années. Et souvent, et je le dis souvent, c'est quand tu, entre parenthèses, crèves de faim, que tu commences à changer de système de pensée parce que tu es face au mur. Quand tu es au RSA, que tu n'as pas suffisamment de quoi payer tes factures, etc., à un moment, tu te dis, attends, qu'est-ce qui se passe chez moi? Il y a un truc, quoi. Et c'est là, de toute façon, parce qu'il faut que tu génères de l'argent, tu commences à penser différemment, quoi. Ouais. Et tu trouves que toi, tu as été un temps en Australie, j'imagine peut-être que tu as été dans d'autres pays. Est-ce que tu trouves que ce rapport justement au monde du travail, aux ambitions, à la relation avec l'argent est différente dans les pays anglophones? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, elle est complètement différente. L'échelle sociale ne fonctionne pas de la même manière dans les pays anglophones ou anglo-saxons ou autres. Alors, je ne les glorifie pas pour autant, mais ça, là-dessus, c'est plutôt intéressant. Canada, États-Unis, Australie. En fait, on ne regarde pas ton CV, on te prend en entreprise au bas de l'échelle. Et si tu es bon, si tu es bonne, tu montes et tu franchis les échelons. Ça, c'est un truc qui n'est pas possible en France ou qui est très peu possible en France, qui est pourtant le pays des droits de l'homme. Donc voilà, si tu veux, il y a des grosses différences. Et puis en termes d'ambition, on est content pour quelqu'un qui a de l'ambition. On est content quand on voit quelqu'un qui a réussi à créer quelque chose de beau, de grand, de chouette. Alors qu'en France, on va se dire, il a eu de la chance, ou il a été aidé, ou il a été ci, ou il a été ça. Moi, au départ, c'est souvent ce que je dis à mes écopreneurs. Au début, moi, on me disait que j'étais fou, que j'étais un clown. Ça, c'était il y a 15 ans quand je construisais une maison en paille et qu'on me disait « Ah, la maison des petits cochons !» On me l'a fait 1000 fois. Et puis après, quand tu as réussi, que ce que tu fais est devenu très tendance, etc., alors que toi, tu n'as pas bougé au final, tu n'as pas bougé dans ce que tu proposes, quoi. Les gens te disent tu as eu de la chance, tu es tombé au bon moment, t'es machin, t'es bidule. Non, en fait, j'ai juste fait ce que je pensais juste. Ouais. Tu vois, très souvent, on te donne des. On te dit que t'es un peu, tu fais des choses mauvaises. Enfin, tu vois qu'il y a un peu. Dans les pays anglophones, l'argent, c'est pas malsain. L'argent, c'est pas mauvais. C'est des pays plutôt à tendance protestante. C'est OK, tu vois, d'avoir de l'argent, c'est quelque chose de positif. Tu n'es pas une charge pour la société. Tu peux aider, tu peux faire la charité. Donc, il n'y a vraiment rien de mal en ça. Dans la France, qui est quand même, on peut le dire comme on veut, société laïque, mais très, en fait, formatée catholique, il y a un peu un rapport, tu vois, où tu te détournes de quelque chose. En fait, c'est un peu diabolique, en fait. Tu vois, c'est pas bien de vouloir beaucoup. C'est pas, tu vois, c'est un peu, c'est comme si c'était mal, quoi. Tu sais, la dernière fois, je parlais à une amie. J'allais faire un truc avec mon fils, ça lui disait d'aller faire un petit peu un casting et tout, que peut-être qu'il allait gagner de l'argent, que c'était cool. Et tu sais, elle m'a regardée comme si, tu vois, genre j'étais... j'ai dit que c'était cool, tu vois, qu'il puisse gagner de l'argent, tu vois, peut-être pour mettre de côté pour lui. Et elle m'a regardée, tu vois, comme si j'étais mauvaise, en fait. Donc, il y a aussi un rapport en France, je trouve... Tu sais, regarde, je ne sais pas si c'est de ta génération ou de ceux qui nous écouteront, mais il y a une affaire qui est typiquement symbolique de ce rapport à l'argent en France, c'est l'affaire du petit Grégory. C'est-à-dire que c'est un enfant qui a été assassiné parce que les parents avaient eu de la promotion, commençaient à gagner de l'argent dans le village et qu'ils étaient jalousés par l'ensemble des gens de leur famille. Tu vois, c'est symptomatique, ça, de ce qu'est ce constat que tu fais aujourd'hui. Voilà, ça prend naissance dans des choses qui sont très, très ancrées. Et moi, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, tout ça, j'ai pas envie de dire je m'en fous parce que c'est pas la vérité, je m'en fous pas, mais j'ai envie de penser autrement. C'est-à-dire que les gens qui pensent comme ça, il n'y a pas de problème. Mais on se reverra dans 10 ans. Je ne sais pas si tu auras un meilleur impact sur la société. Je ne sais pas si tu auras aidé la société. Je ne sais pas si tu auras aidé la planète, j'en sais rien. Tu l'auras peut-être fait à ton échelle. OK. Mais en tout cas, laisse-moi faire ce que moi j'ai envie de faire. Moi, j'ai de l'ambition. Moi, j'ai envie de faire des choses. J'ai envie de faire naître de l'ambition chez les gens aussi. Et pas pour des raisons qui sont celles que tu crois.
parce qu'on peut faire de très très belles choses et ça se voit tous les jours. Hein. Aujourd'hui, ce sont ces gens qui ont du courage, qui ont de l'ambition, etc., qui produisent de grands changements aussi de manière importante dans la société. Ces personnes-là le font aussi parfois avec des financements, des moyens importants. Ils ont obligatoirement pacifié leur relation à l'argent. Pour moi, c'est un moyen. Puis je vais te dire, moi franchement, je gagne déjà et depuis pas mal de temps suffisamment pour vivre. J'ai aucun problème avec ça. Je suis très à l'aise. Et en fait, si je veux augmenter aujourd'hui mon chiffre d'affaires, pérenniser mes entreprises, etc., c'est pour tout simplement déclencher de nouveaux projets. Là, c'est pas pour gagner plus. J'ai déjà suffisamment pour vivre. Donc voilà, tout ce que je vais générer comme surplus, et la nature fonctionne comme ça. Je veux dire, à un moment donné, quand un arbre, il balance 300 pommes à la surface du sol, il sait très bien qu'il va y en avoir que 1, 2, 3 qui va germer, qui va produire un nouvel arbre. Ben, c'est pareil. Moi, j'ai besoin de générer des profits et les profits, ça veut dire profitable, c'est pas un mauvais mot. J'ai besoin de générer des profits pour comment dire, déclencher mes nouveaux projets, que mes profits ruissellent sur mes collaborateurs et qu'ils aussi se développent et puis aident leur famille, etc. Bref, pour moi, c'est extrêmement positif tout ça. La personne qui ne comprend pas, next. Désolé, je passe à autre chose. Et le profit, en fait, c'est drôle parce que peut-être que tu te vois confronter à ça aux personnes en fait qui arrivent dans le monde de l'entrepreneuriat et tout, mais le profit, c'est juste avoir une entreprise qui existe en fait. Tu vois, en fait, faut bien comprendre que la génération de chiffre d'affaires, c'est la pierre, en fait, c'est la colonne vertébrale d'une entreprise parce que c'est ça qui va faire qu'elle existe. Et même les associations, tu vois, moi, je travaille un petit peu aux apprentis d'Auteuil, ils existent depuis 100 ans parce qu'ils sont structurés, parce qu'ils savent, en fait, avoir quand même, mine de rien, une maîtrise de l'argent. Pareil, je suis à Marseille, tu sais, je sais pas si tu connais l'association Clean My Calanque. Bah, s'ils existent, c'est parce qu'il y a enfin, tu vois, et donc c'est tout ce que tu dis, effectivement, c'est que si tu veux un minimum rayonner, exister, être, faut effectivement, tout à fait. Tu parlais de catholicisme il y a 2 secondes, juste en une phrase. Tout n'est pas à jeter. Hein. Moi, je reste quand même nuancé dans tout ce que j'essaye d'analyser. Mais tu vois, Mère Teresa, elle gérait des milliards. Elle discutait avec des dictateurs. Elle ne discutait pas qu'avec des gens convaincus. Elle ne faisait pas que des petits projets. Non, non, c'est quelque chose d'assez énorme ce qui se passait. Donc voilà, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais pour générer un impact, pour aller loin dans ta cause, il faut que tu pacifies complètement cette relation-là. C'est obligé. Et je me rappelle que le début de notre échange, c'était un peu genre, tu vois, est-ce que c'est toujours les méchants qui gagnent ou en fait, est-ce que tu trouves quand même, enfin, je suis moins habituée à échanger avec les personnes qui ont des volontés comme les entrepreneurs qui te rejoignent, mais il me semble quand même que moi, le peu d'entrepreneurs qui viennent avec des volontés bio, éco-responsables, sont beaucoup plus loin en fait du business que les autres. Enfin, très souvent, malheureusement, je trouve que les gens qui ont des belles valeurs sont un peu moins effectivement calibrés, peut-être au démarrage, tu vois, sur structure business et autres, malheureusement, ce qui fait qu'il y a peut-être moins d'entreprises avec des belles valeurs. Ouais, c'est normal, c'est qu'ils n'ont tout simplement pas fait Là, il y a plusieurs phénomènes à ça. C'est qu'ils n'ont tout simplement pas fait les ponts entre leur mission, leur cause, et les moyens qui vont les amener à leur objectif. Tu vois? Donc, ils ont une chouette cause, ils ont une belle volonté d'agir, mais parfois, ils sont déjà tiraillés dans les croyances limitantes qu'on a citées précédemment. Donc, ça les empêche de se libérer vraiment, de se développer et d'aller chercher ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est plutôt à l'intérieur d'eux-mêmes, ça se passe. Et donc là, il y a un travail à faire dans un premier temps, mindset, au niveau de l'état d'esprit, de la posture, etc., des schémas de pensée. Et puis après, si tu veux, oui, il y a la connexion de la mission avec les moyens qui vont te permettre de la rendre, de la transformer dans la matière, cette conviction, ces choses-là. Et donc ça passe par réaliser une belle offre. Ça passe par avoir un marketing qui tient la route pour pouvoir atteindre des gens. Ça passe par apprendre à vendre. Parce qu'évidemment, quand tu lances une entreprise, eh bien, il faut que tu saches vendre. Et ça, tu peux le faire en accord avec tes valeurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, tu vas te fier, quand tu vas lancer ton projet, à des images que tu as eues dans le passé de ce qu'est le vendeur de tapis qui tape à la porte, j'en sais rien, moi, qui va essayer de négocier, bidule, etc. Tu vas parler marketing. Le marketing, pour toi, c'est les centres d'appel, les gens qui téléphonent à tout va, etc. Et où les gens sont exploités, tout le bordel. Les offres, tu vas ramener tout ça à ce que tu sais déjà. Alors qu'en fait, il existe un autre monde à côté de ça. C'est-à-dire que le marketing bien fait, c'est faire rayonner ton message. Et il peut être extrêmement, positionné pour être en accord avec tes valeurs, en accord avec ce que tu penses, avec ce que tu dis. La vente, c'est d'avoir des conversations avec les gens, tout d'abord, savoir si tu peux les aider et les aider. Tu vois, la vente, c'est ça, en fait. Hein, c'est pas forcer quelqu'un à acheter un produit. La vente, c'est
amener une solution, un produit qui aide, un service qui aide quelqu'un à réaliser quelque chose sur lequel il a un problème ou un besoin. Tu vois, à la base, c'est ça. Donc, c'est très utile dans la société, la vente. Et nous, on le fait au service d'une économie qui se veut être meilleure demain. Donc, à un moment donné, quand tu commences à reconnecter correctement toutes les choses, là, ça commence à s'améliorer. Et si tu veux, oui, quand les gens auront compris qu'il faut reconnecter cela et quand on aura montré, nous aussi, que c'est possible et qu'on peut créer de très belles activités avec des beaux marketing, avec une vente éthique, avec des belles offres, avec des beaux produits, des services, les gens vont se dire « Ah ouais, en fait, ouais, c'est possible. Il y a un autre monde qui est possible. » Et aujourd'hui, si tu veux, l'espace médiatique est tellement pris par ceux qui font de la merde que, si tu veux, on croit que le monde, c'est ça. Mais tout simplement parce que nous, on n'a pas envie de prendre notre place. On ne la prend pas. Et on ne la prend pas parce qu'on est dans ces tiraillements, si tu veux, de schémas de pensée, tu vois. Tant qu'on ne prendra pas notre place dans le monde, on ne pourra pas être différemment. Et tant que nous, on n'acceptera pas d'être différent, le monde ne sera pas différent. Donc, ça commence à l'intérieur de soi, en fait. Ouais, je te comprends, je te rejoins. Et est-ce que tu as des exemples, justement, de personnes qui sont arrivées à un point A avec un état d'esprit et aujourd'hui, où est-ce qu'ils en sont, leur entreprise et tout? Est-ce que tu as un ou deux cas à nous citer, à nous expliquer? J'en ai plein. J'ai Betty qui était une prof, qu'on avait, alors, tu vois, prof, ça veut dire fonctionnaire, ça veut dire vraiment, là, on part de loin en matière d'état d'esprit entrepreneurial, même si j'ai rien contre les fonctionnaires, encore une fois, mais c'est quand même pas le même monde que le monde entrepreneurial. Tu as besoin de reconstruire tout un tas de trucs. Donc Betty, elle est partie de ce monde-là, et puis aujourd'hui, elle a une entreprise qui est florissante au service de sa mission, qui est d'aider les adolescents en difficulté. Il y a des gens qui font aussi de l'aide au handicap que je connais, qui sont partis de ces volontés de faire quelque chose au niveau social, qui étaient coincés, embriqués dans ces croyances, et puis qui aujourd'hui font de très belles choses. Des personnes qui sont aussi dans l'agroécologie, dans plein de domaines. En fait, je pourrais t'en citer des tonnes, il y en a beaucoup, hein, mais ça peut être très long et parfois ça peut se passer en un claquement de doigts. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne sais pas, peut-être ça va se produire pour certains dans cette interview ou certaines. De temps en temps, tu vas attendre 6 mois, 8 mois, tu vas galérer dans quelque chose, tu galères dans ta situation et tu ne comprends pas pourquoi. Mais en fait, c'est toi qui produis ça, hein, qui produit ta galère quelque part. Et un jour, tu entends une phrase et cette phrase, elle fait tilt. Et là, bam, tu as un switch. Et en fait, tu fonctionnes comme ça par palier jusqu'à un moment donné où c'est complètement débloqué et là, c'est parti, quoi. Toi, c'est comme ça que ça a opéré aussi pour toi? C'est comme ça que ça a opéré pour moi. Et j'ai vécu des années de tiraillement et j'ai vécu tout ce parcours. En fait, j'ai vécu tout ça. Et aujourd'hui, mon but, c'est d'essayer de faire vivre le parcours que moi j'ai eu en plusieurs années, en même assez longtemps, hein, d'essais, d'erreurs, etc., de tiraillement, en un laps de temps extrêmement réduit. Parce que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, ce que je te disais au début. Et comment est-ce que, d'ailleurs, tu as un schéma sur ton programme? Comment est-ce qu'il fonctionne, ton programme? Justement, on travaille, nous, dans un premier temps, le mindset, l'état d'esprit, l'introspection. C'est-à-dire qu'on essaie, avant de faire, de dire aux gens, voilà ce que tu vas faire ou qu'est-ce que tu as envie de faire, on leur demande ce qu'ils ont envie d'être, dans un premier temps. Donc, on travaille énormément ça, leurs objectifs personnels, etc. Et puis, on travaille cet état d'esprit en premier parce que c'est en fait le plus important. Plus les déblocages vont se faire rapidement, plus on va avoir la personne qui va atteindre son objectif rapidement. Et donc ensuite, on travaille tout ce qui est niche, donc identification de ce que tu veux faire, du positionnement que tu vas avoir, de quelle offre tu vas proposer, de quel système marketing on va plugger dessus, quel système de vente on va plugger dessus, mais on garde la personne, si tu veux, comme pivot principal là-dedans. C'est-à-dire qu'on va l'amener à se dépasser, mais on ne va jamais l'amener trop loin en lui disant « faut que tu fasses ça, c'est ça qui marche ». Non, pour l'instant, commence par ça, va ici. Et puis tu verras, quand tu auras avancé un petit peu, quand tu te seras confronté un petit peu au terrain et à ces nouveaux schémas qui vont arriver, tu vas passer au stade d'après. On procède comme ça jusqu'à ce que la personne génère ses premiers revenus avec son entreprise. Donc, tes accompagnements, il y a des durées prédéfinies ou c'est du sur-mesure? Alors, il y a une durée dans notre accompagnement. Seulement, on a la possibilité de le mettre en pause parce que parfois, il y a des événements de la vie qui sont importants. Parfois, il y a justement des moments où on a besoin de se poser sur une croyance et puis le projet entrepreneurial va patienter un petit peu parce qu'il y a un gros déblocage à faire. Donc oui, il est plutôt au rythme, mon accompagnement, de la personne qui le suit. Ok. Ouais. Et est-ce qu'il y a alors, bon, je vois que c'est vraiment du sur-mesure, mais est-ce qu'il y a un budget minimum à avoir en tête pour pouvoir lancer un business ou est-ce que tu as un minimum à avoir en tête à peu près? En fait, ça va dépendre de ta férocité. Tu vois, rien que ce mot-là, je sais que ça va
Ça va énerver certaines personnes, mais c'est pas grave. C'est requin. Ça fait requin. Mais moi, je parle de férocité aussi dans ma cause. Tu vois, on a besoin, comme je te le disais, de gens ambitieux, de gens féroces pour aller chercher les objectifs qu'on a en termes de climat, en termes des gens qui lâchent rien. Tu vois. Et donc, si tu es quelqu'un qui est vraiment très combatif, très malin, etc., potentiellement, tu as besoin de rien pour démarrer une entreprise. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui démarrent avec l'argent des autres, c'est-à-dire des investisseurs, des financements bancaires, des financements participatifs, des choses comme ça. Donc, potentiellement, si tu es vraiment malin et que tu avances et que tu défonces des portes, si je puis dire, eh ben, tu vas trouver des solutions. Après, tu peux avoir besoin d'un petit pécule pour démarrer, ça arrive. Et moi, ce que je dis, c'est que au minimum, il faut avoir quand même une roue de secours, c'est-à-dire déjà un emploi, un peu de chômage, un peu de visibilité au niveau financier pour pouvoir se dire, bon, bah, du début de mon projet jusqu'à la mise en route des premiers revenus, ça peut prendre 6, 8, 9, 12 mois, peut-être plus, justement, selon comment les croyances évoluent chez les gens. Donc, il me faut cette marge, quoi. Ouais, puis tu prends des meilleures décisions, je trouve. Enfin, tu vois, quand t'attends pas dans une manière immédiate, en fait, que ton business te rapporte de suite, tu as un peu moins de stress quand effectivement, il y a quelque chose qui paye ton loyer, parce que Ouais, sinon. C'est à double tranchant. Surtout avec notre audience. Ah bon? Ça peut être vrai ce que tu dis, mais il peut y avoir l'autre penchant. C'est-à-dire que quand tu es à l'aise financièrement, quand tu as un boulot qui te rémunère bien, ce qui peut arriver chez certaines personnes qui viennent nous voir, tu es dans une certaine situation de confort et ça ne te donne pas assez de coups de pied au cul, entre parenthèses, pour te sortir de ta situation. Ok. Comme je te le disais tout à l'heure, parfois, quand tu te retrouves au pied du mur, c'est peut-être le meilleur moment et le moment où tu te dis, bon, faut vraiment que j'agisse là. Ok. Et sur la recherche justement de financement, parce qu'effectivement, je te rejoins. Moi, j'avais monté une première entreprise à 23 ans. J'ai fait des pieds et des mains, machin. J'ai réussi à trouver 30 000 € pour lancer mon business. Donc, et effectivement, je trouve, peut-être tu le sais, mais genre en France, rien n'est lié. Tu vas demander à ta mairie, enfin, tu vas demander à la CCI, en fait, de ton département, tu vas aller machin à un, personne te dit. Et moi, au final, c'était dans ma ville qu'il y avait une petite association qui m'a aidé à avoir cet argent-là, tu vois. Et la CCI, en fait, de mon département n'avait même pas connaissance de l'existence de cette association. Donc, moi, je te rejoins sur le fait qu'il faut taper toutes les portes. Bien sûr, toutes les portes sont visibles. Il y a des aides européennes, il y a des aides françaises, il y a le Love Money avec la famille, il y a le financement participatif. Bravo d'avoir recueilli 30 000 € parce que c'est une belle somme. Mais ouais, il y a plein de possibilités, il y a plein d'aides, il y a plein de financements. Et puis aujourd'hui, il y a des investisseurs qui, en tout cas pour les projets les plus, c'est pas vraiment pour le profil solopreneur, parce que nous, on a beaucoup de gens qui se lancent eux-mêmes, qui sont en solopreneur, mais on a quand même quelques projets qui sont un peu plus ambitieux. Il y a des investisseurs aujourd'hui qui veulent plus donner leur argent pour des projets qui détruisent la planète ou qui font du mal aux humains, quoi. Donc, il y a plein de gens qui ont envie de donner leur argent pour des causes justes. Oui, il y a les investisseurs. Il y a aussi, je ne sais pas si vous parlez un peu de l'ADI. Oui. Ouais. L'ADI qui fonctionne bien. Je sais que moi, j'en vois aussi souvent sur le site lesaides.fr. Je pourrais mettre en fait en lien, qui recense en fait toutes les aides dont on peut bénéficier selon notre situation, notre localisation et tout. Et du coup, ça me fait penser, est-ce que tu as des freins justement de personnes qui ne sont pas trop chaudes pour justement le partenariat, qui ont un peu la pensée de se dire non, mais moi, je veux le faire tout seul, je ne veux absolument pas m'associer, je ne veux pas d'investisseurs, je veux pas de… Alors, il y a plusieurs typologies de personnes. Oui, il y a des gens qui ne veulent pas forcément faire d'emprunt, à aller vers de l'aide extérieure, par souci d'être redevable ensuite, et de se dire mince, je vais avoir une dette et ça va me mettre une épée de Damoclès sur la tête. Alors là encore, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que si tu minimises ton projet, si tu le lances tout petit, si tu le lances avec des moyens qui sont inférieurs à ce qu'ils devraient être pour qu'il fonctionne bien, en fait, ça peut t'handicaper ça. Ça peut t'handicaper plutôt que d'avoir tout de suite, je sais pas moi, tu fais de la vidéo, une belle bécane, un bon appareil photo, une bonne caméra, etc., que de commencer avec les moyens du bord et au final produire une qualité insatisfaisante qui ne va pas t'aider à te lancer. Je te donne un exemple tout con. Bah ouais, là, ça t'handicape. Tu vois, il vaut mieux en effet se donner tout de suite les moyens, peut-être grâce à des aides extérieures, de bien travailler. Et puis voilà. Après, il y a l'autre penchant qui est, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais au niveau associé, il faut absolument que je trouve quelqu'un pour m'aider parce qu'on ne se sent pas assez fort soi-même.
Donc, on va chercher l'association, mais pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'on va s'associer parce qu'on a peur d'être seul, on a peur de ne pas y arriver, etc. Donc, on va chercher à travailler plutôt en groupe, en collectif, ce qui est pas malsain en demeurant. Ça peut être super cool. Mais le problème, c'est que tu vas devoir générer 2 ou 3 fois plus de chiffre d'affaires pour financer les 2 ou 3 revenus qu'il va falloir sortir pour les associés. Et là, ça peut être aussi à double tranchant. Donc, tu vois, il y a plein de trucs à regarder selon la situation de la personne. Et vous aidez dans cette réflexion-là Ouais, bien sûr. Combien il faut du coup, vous faites un plan de trésorerie sur plusieurs mois, vous regardez combien il y aura besoin Tout à fait, on a un module qui est complètement spécialisé dans le financement, en fait, dans notre accompagnement. Ok, top. On parlait tout à l'heure de marketing, de vendre. Enfin, tu disais la vente, c'est aider quelqu'un. Pour moi, je trouve le marketing, c'est être au bon endroit. Parce que si tu es dans une petite ruelle et que personne passe devant chez toi, ça ne fonctionne pas. Est-ce que justement, au niveau marketing, est-ce que tu bosses plus le marketing en ligne? Est-ce qu'il y a d'autres types de marketing que tu recommandes? Comment est-ce que ça fonctionne sur ce point-là? En fait, si tu veux, dans le marketing, moi j'ai tout essayé, hein. Tout marche, tout fonctionne. Seulement, que ce soit le marketing digital ou même le marketing de terrain physique, il y a plein de choses qui fonctionnent. Seulement, ce qui fonctionne surtout, c'est de ne pas tout faire, justement. C'est de choisir les voies, les canaux les plus adaptés, que tu aies un business local, que tu aies qui est à destination de clients locaux, ou un business local mais à destination de clients internationaux, ou que tu sois complètement en ligne. À chaque typologie de business correspond des leviers d'acquisition ou de conversion qui vont être efficaces. Là-dedans, il faut ajouter l'autre variable, il faut mettre la sensibilité de la personne dedans. Je te donne un exemple. Tu veux lancer une activité en ligne parce que tu sens que ça va impacter plus, tu veux de la liberté géographique, etc. Si tu veux, dans l'activité en ligne, tu as plusieurs canaux qui vont te permettre de faire de la conversion ou de l'acquisition client. Tu as par exemple de la pub Facebook et du webinaire. Toi, tu connais ce genre de choses. Par exemple, pour quelqu'un d'introverti, ça va être extrêmement long pour faire un webinaire. Pour cette personne-là, ce n'est pas tout à fait adapté parce qu'il faut avoir une posture très forte en public, être vraiment à l'aise avec l'addiction, faire le show, quoi, quelque part, si je puis dire. Et donc ça, une personne introvertie va pas forcément être bien là-dedans. Donc, on va lui proposer un autre type de canal de conversion, de conversion client. Techniquement parlant, la pub Facebook, c'est quelque chose qui prend du temps pour monter en compétence. Donc, on va peut-être la faire passer par autre chose si elle n'est pas à l'aise techniquement parlant avec l'informatique de suite. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des paliers, encore une fois, et il y a des chemins qui vont être liés non seulement à la typologie de business, mais ensuite à la typologie du créateur. Oui, c'est clair. Non, ouais, c'est sûr, il faut qu'il soit à l'aise parce que sinon, en vrai, il ne le fera pas. La croyance qu'il faut absolument poster sur les réseaux et moins 1000 personnes ils font ça puis ils s'essoufflent parce qu'ils détestent, parce qu'ils n'aiment pas, parce qu'ils ne sont pas performants. Ouais, carrément. Quels est selon toi les freins dont les écopreneurs doivent se méfier d'eux-mêmes? Genre les 3 freins principaux qu'ils ont, les 3 barrières mentales qu'ils ont en fait très souvent. En fait, c'est des pensées parasites, hein. En fait, je pense que au début, vraiment le point à beaucoup regarder, c'est les pensées qui te montent quand on te propose quelque chose. C'est-à-dire que voilà, quand tu rentres dans une démarche de création d'entreprise, tu vas avoir des pensées qui vont monter en permanence, donc qu'on appelle nous entre parenthèses des croyances limitantes, même si le mot il est aujourd'hui vu, revu, entendu, mais c'est ça. Tu as plein de croyances qui vont monter. Donc, en fait, moi, je dirais que la première chose à faire, c'est vraiment d'observer ça et de le poser et de bien voir si elles sont à notre service ou si elles nous restreignent, ces pensées-là, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un frein principal et c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler d'entrée avec les gens. C'est ça. Ensuite, c'est d'avoir de la clarté dans ce qu'on veut faire. C'est incroyable, les gens qui viennent nous voir, et c'est normal, encore une fois, comme ils peuvent être éparpillés sur les objectifs qu'ils ont. Tu veux aider le monde, tu veux aider tout le monde, tu veux faire plein de trucs, mais commence par un truc. Commence par une chose. Commence par une seule chose. Commence par une audience spécifique que tu vas aider. Parce que si tu veux aider tout le monde, c'est super, c'est hyper vertueux, c'est génial, mais tu vas aider personne parce que tu vas parler à personne. C'est vraiment important de se focuser au départ. Les gens ont des objectifs qui sont extrêmement importants sur un an en disant « je veux aider tout le monde », mais sur 10 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Alors qu'en fait, je prends le système inverse. Sur les premières années, tu vas peut-être aider une audience un petit peu plus spécifique, mais au moins, tu vas les aider vraiment à aller au bout de leurs objectifs. Et sur 10 ans, t'inquiète, tu vas lancer d'autres produits, d'autres services, peut-être d'autres entreprises, et tu vas continuer à aider d'autres gens. Donc
ta volonté d'aider tout le monde n'est pas perdue, mais tu vas commencer par quelque chose. Et ça, c'est vraiment le deuxième point, je pense, qui est prioritaire chez les gens, c'est de faire ce focus dès le départ. Et puis le troisième, c'est donc de prioriser. Et le troisième, c'est d'avoir cette clarté. Tu vois, c'est vraiment se dire, ça va, je vais commencer par là, je vais aller ensuite ici, un vrai plan, quoi. Même s'il n'est pas respecté au bout, hein, il ne sera jamais complètement respecté. Ouais, mais tu avises au fur et à mesure des retours que tu reçois en permanence. Excuse, si j'avais un point à rajouter aussi par rapport aux freins principaux que rencontrent les écopreneurs au début, c'est le perfectionnisme. L'entrepreneuriat n'aime pas le perfectionnisme, déteste le perfectionnisme. Au contraire, l'entrepreneuriat aime la vélocité. Donc, il vaut mieux lancer quelque chose d'imparfait rapidement, d'accord, que de chercher à faire quelque chose de parfait, que tu vas, sans d'ailleurs demander à qui que ce soit des retours, des choses comme ça, de le lancer pour t'apercevoir au bout du compte qu'en fait, personne ne veut de ce que tu proposes. Mais la perfection, plus c'est un mensonge. La perception, c'est se cacher en fait sur refaire avant de se lancer. Tu vois, la perfection, c'est de croire que toi-même, tu as la vérité absolue, alors que sans écouter ton audience, alors que la vérité, elle est en rencontrant ton audience, effectivement, dans cette évolution. Donc ça, c'est l'écueil. Mais moi, je le lirais. Ça, je trouve aussi la perfection, c'est lié au fait que je pense que les autres activités, ils ne les connaissent pas. Tu vois, il y a l'obsession en fait de rester dans la pleine mise en forme du produit parce que c'est l'unique chose en fait qu'ils maîtrisent complètement. Le reste, les sujets du marketing, de la pub, de la vente, de la nanana, ça c'est trop loin en fait pour eux. Enfin, ils ne connaissent pas. Ouais, et puis il y a aussi cette volonté de bien faire, cette vraie volonté de bien faire, en se disant ouais, c'est ça. Si j'ai un super produit super chiadé, ben ça va marcher. Mais en fait, c'est pas seulement ça qui fonctionne dans l'équation. Et au contraire, il vaut mieux construire un produit avec son audience et itérer, donc le lancer de manière imparfaite et avoir le retour de l'audience, que d'attendre d'avoir quelque chose de parfait et qu'en fait personne ne veut. Ouais, c'est ça. Mais des fois, je cite en exemple, tu vois, genre des grandes entreprises horribles, hein, on s'entend, mais genre Burger King ou McDo, en disant genre, est-ce que c'est les meilleurs burgers de la Terre? Est-ce que, tu vois, c'est les meilleurs produits de la Terre? Loin de là, tu vois. Eux, leur énergie, ils les mettent sur d'autres sujets et c'est pour ça qu'ils existent. Donc, de la même manière, tu vois, si tous les gens qui étaient attentionnés à leurs produits, tous les artisans seraient millionnaires et c'est malheureusement pas le cas du tout, quoi. Donc, Mais c'est très louable de vouloir faire un produit magnifique, mais un produit magnifique, c'est avant tout un produit qui aide vraiment quelqu'un, hein, ou qui comble quelqu'un. Parce que on n'a pas tous des problèmes à résoudre, ça peut être parfois des artistes et des choses comme ça, mais voilà, il faut que le produit ou le service rencontre le public. S'il ne rencontre pas le public, je veux dire, quel intérêt, quoi. Non, c'est sûr, totalement. Pour les personnes qui ont des belles volontés, justement, les écopreneurs, est-ce que tu aurais quelques étapes clés? Quelles sont les étapes clés pour structurer, monter son projet, le définir? C'est ça, entrer en introspection et comprendre ce qu'on veut être avant de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire te dire quelle vie je veux demain, hein, parce qu'en fait, ton entreprise doit pas être tu dois pas toi-même être au service de ton entreprise, c'est ton entreprise qui doit être au service de ton style de vie. Donc avant tout, quel style de vie je veux? Est-ce que je veux justement être tous les jours à l'intérieur? Est-ce que je veux être à l'extérieur? Est-ce que je veux être au contact de la nature? Ou est-ce que je préfère travailler des petits objets? Ou je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Quelle part de ton quotidien tu veux passer sur ça? Combien tu veux gagner? C'est important parce que c'est bien de se fixer aussi une première idée parce que ça va te permettre de déployer ce qu'il faut derrière pour aller en ce sens. Ensuite, tu vas pouvoir travailler ta niche et trouver justement un secteur d'activité qui va être à la rencontre de ce que tu veux faire et de ce que tu veux être, à la rencontre de tes compétences peut-être à valoriser ou des talents que tu as, etc. À la rencontre aussi d'un marché, d'accord? Et donc, tout cela te permet de trouver une niche qui va être OK, avoir un positionnement, chercher un positionnement qui va être unique. Ça va être important aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te différencie de toi des autres? Qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de singulier? Ou qu'est-ce qui fait de ce que tu apportes quelque chose de singulier? Hein, parce que c'est ça aussi, apporter quelque chose de nouveau aussi, c'est important. Puis ensuite, on travaille, comme je te le disais, un système marketing qui va correspondre à la typologie de business et à la typologie de personnes qui est là. Donc, il faut penser au marketing. Ça va être la phase d'après, c'est-à-dire comment je vais me mettre en visibilité, comment je vais faire en sorte, une fois que je suis visible, de transformer mes clients, de transformer mes prospects en clients, d'accord? Et ensuite, comment je vais faire en sorte de transformer mes clients en ambassadeurs. Et là, souvent, c'est justement là que d'avoir un produit de super qualité joue. Parce que les gens vont parler de ton produit et automatiquement, il va y avoir
il va y avoir des avis, il va y avoir du bouche à oreille qui va se développer. Et puis suite à cela, vient le temps de la délégation, de la mise en échelle de l'entreprise, de la processisation de ce que tu fais pour te libérer un petit peu de temps et retrouver un équilibre vie pro, vie perso qui peut être satisfaisant. Tu vois, il y a ces grandes étapes pour moi qui sont hyper importantes. Ok, good. Merci. Plaisir. En tout cas, toi, aujourd'hui, ça doit être très gratifiant de voir des gens changer d'état de pensée, changer de vie. Ça doit être. Aujourd'hui, tu disais que tu n'avais pas besoin d'argent. C'est peut-être aussi quelque chose qui t'apporte énormément, ça. Alors, tu vois, justement, moi, je dis pas que j'ai pas besoin d'argent. Je dis que j'en ai suffisamment pour vivre. Ouais. Par contre, si on m'en amène plus pour développer de nouveaux projets, il n'y a aucun problème, je le prends. Il n'y a pas de souci. Au contraire. Mais ouais, je suis super content de voir en fait les transformations qu'on produit chez les gens. Moi, c'est ma plus grande récompense, c'est ce que je veux. Parce que si j'ai un écopreneur de plus sur le terrain qui se lance, qui réussit, qui impacte le monde, eh ben, c'est une personne de plus qui vient remplir les rangs des gens qui changent l'économie et qui changent par extension. Donc, je n'ai pas l'ambition de changer le monde entier, mais d'apporter ma pierre à cet édifice-là. Et plus je lance d'écopreneurs sur le terrain, donc on fait tous ces switches, plus je suis content. Voilà, donc c'est en effet top. Après, moi, à titre personnel, je suis en recherche toujours parce que tout cela devient après, si tu veux, une logique où tu te dis jusqu'où je peux démultiplier mon impact. Aujourd'hui, moi, je passe dans des domaines plus de l'ordre de l'investisseur régénératif, c'est-à-dire que j'investis dans des projets pour les aider à avoir plus d'impact à leur tour et puis pour apporter mon expérience aussi. Mais demain, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la philanthropie, ça va être la continuité de l'investissement, ça va être, tu vois, je vais pouvoir, je continue en fait, moi, et je me dis jusqu'où ça va s'arrêter. J'en sais rien, mais en fait, je suis tellement passionné de ce que je fais et de la manière dont je le fais qu'aujourd'hui, je suis pourvu que ça dure, quoi. Moi, j'ai pas envie de prendre de retraite, entre parenthèses, tu vois, ça m'intéresse pas. Nos limites. Ouais, clairement. Et justement, donc, tu as l'activité de formateur. Tu as d'autres activités? Tu as d'autres choses que tu développes à côté? Ouais, je développe plusieurs entreprises. Écopreneur, c'est quand même le main business, c'est quand même le business central, mais après, j'ai des petites activités autour. Je suis investisseur dans une entreprise qui s'appelle River in the Garden, qui est une boîte d'un de mes écopreneurs dans laquelle j'ai investi, qui fait de ce qu'on appelle de l'aquaponie, c'est-à-dire des nouveaux systèmes agricoles durables qui préservent l'eau et qui produit des légumes sains et de qualité sans pesticides. Je développe mon propre projet, parce que moi j'habite au Maroc, je développe mon propre projet de ferme ici, à titre personnel. Voilà, je suis dans plusieurs logiques en dehors d'écopreneurs. Ouais, je m'ennuie pas en fait. Ok. Pour tout te dire. Est-ce qu'il y a des événements que tu recommanderais dans lesquels c'est intéressant d'aller pour les écopreneurs? Ouais, alors moi en fait, j'ai fait tous les événements. J'ai fait tous les événements marketing, je fais des événements aussi qui sont plus liés à mon expertise, les événements type permaculture, gestion de l'eau, etc. Mais je fais tous les événements, en fait, et ce que je fais, c'est que je mets mon filtre. C'est simple, je vais dans un événement marketing, parfois je vais entendre des trucs qui me dépassent complètement en termes de seuil de valeur, comme on disait tout à l'heure. Je mets mon filtre en place et je me dis, qu'est-ce que je peux prendre là-dedans et comment je peux le transformer pour le mettre au service de quelque chose de plus vertueux. Tu vois, donc en fait, aujourd'hui, nous, on ouvre nos portes de l'événement qu'on fait chaque année avec les écopreneurs pour tous ceux qui veulent venir, justement. Et là, tu vas être dans ton cadre de valeur. On ouvre une centaine de places cette année pour notre événement. Mais sinon, en général, moi, je fais tous les événements possibles qui puissent m'intéresser avec des gens, peut-être que je perçois comme étant assez qui collent à ce que je ressens, quoi. Et puis après, je mets mes filtres en place et puis je vois, quoi. Ça, je prends pas, etc., quoi. Tu vois, je fonctionne comme ça. Donc, tu n'en as pas essayé pour un novice, quelqu'un, parce qu'il y en a qui, tu sais, qui savent moins chercher des événements, tu vois, il n'y en a pas un que tu pourrais recommander pour quelqu'un? Ça dépend pour quel objectif. C'est pour la création d'entreprise, tu veux dire? Oui, pour un écopreneur, qui est dans une volonté de lancer un business, ouais, effectivement. Je leur dirais de venir chez nous, tout simplement, à la rencontre des écopreneurs annuels qu'on fait, qui est souvent très riche. Ça peut peut-être être le meilleur des premiers pas, puisque là, justement, tu vas être dans un cadre de bienveillance et un cadre de valeur qui est proche du tien, quoi. Ok. Et en termes de lecture, est-ce que tu as des lectures que tu recommandes? Il y en a plein des lectures qui moi, m'ont pas mal aidé. Il y a les lectures des grands marketeurs qu'on connaît tous, Alex Hormozy, Russell Brunson, des gens comme ça. Donc ça, c'est vraiment pour le marketing pur, mais vraiment à l'américaine, encore une fois, où tu mets ton filtre. Après, j'ai des lectures qui sont plus de l'ordre... Enfin, moi, perso, j'aime la philosophie. Je trouve que j'y retrouve plein d'éléments de développement personnel avant que ça s'appelle développement personnel.
Donc, je lis pas mal de choses à ce sujet-là, ou j'écoute des audios à ce sujet-là. Après, je vais te dire quelque chose de franc et de sincère. J'ai beaucoup lu, mais ça fait des années que je lis quasiment plus. Aujourd'hui, j'entends beaucoup d'entrepreneurs dire faut lire, faut lire, faut lire. Je suis pas complètement, comment dire, aligné avec ça. C'est-à-dire que moi, je suis pas un grand fan aujourd'hui de lecture, j'ai pas le temps et j'ai pas envie de me donner le temps pour ça. Je préfère discuter avec des gens. En fait, quand tu vas discuter avec des gens, personnellement, ce que je trouve, c'est qu'ils vont t'apporter la connaissance et le savoir et leur expérience de manière extrêmement synthétique et qui vont t'amener tout de suite à la base du truc, quoi, la base du sujet. Donc moi, perso, ce que j'aime aujourd'hui, c'est rencontrer des gens qui ont des compétences. Et c'est pour ça que je préfère faire des événements que de lire des livres. Ouais, je te rejoins, c'est peut-être aussi parce que tu as énormément lu. Et que tu as assez, tu as été nourri. Moi, c'est vrai que par exemple, tu as des bouquins d'entrepreneuriat, j'en lis depuis que j'ai 14 ans. Donc, tu vois, genre, il y en a plus qui me font le déclic. Mais je trouve que la lecture, quand même, pour quelqu'un qui travaille en ligne, ça t'apporte une agilité à trouver les bons mots. Donc, ne serait-ce que sans chercher le déclic, mais ça t'apporte quand même en fait l'agilité. Et moi, je trouve ça fluidifie la plume parce qu'on doit quand même énormément écrire, générer des contenus. Donc, en ça aide un petit peu quand même, je trouve. Ouais, complètement, complètement. Non, je pense qu'il y a un minimum quand même à lire. Après, je veux dire, au niveau de ton canal d'apprentissage, il faut que tu trouves le canal d'apprentissage que tu préfères. Moi, je suis quelqu'un de sociable. Pour moi, ça me va mieux de discuter avec des gens. Il y a des gens qui vont préférer lire, il y a des gens qui vont préférer écouter des choses, des audios, des choses comme ça, faire des formations en ligne. Bon, je fais un peu de tout. Mais mon canal préféré, c'est discuter avec des gens qui ont vécu des expériences. Oui, c'est vrai, je te rejoins aussi. Moi, j'enregistre bien comme ça. Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à apporter à un écopreneur qui veut se lancer? Ouais, bah écoute, le conseil principal, en fait, c'est tout commence par toi. Tout commence par toi et le premier pas, personne ne va te l'amener sur un plateau. On peut t'aider à te coacher et te dire vas-y, lance-toi. On peut t'aider à te dire comment ça va être de l'autre côté si tu te débrouilles bien. En fait, il ne se passera jamais rien si toi, tu n'acceptes pas de prendre un risque à un moment donné et de prendre une décision nouvelle dans ta vie. Donc, à un moment donné, il faut avoir ce courage, sortir de sa zone de confort. Et en fait, pour moi, une fois que l'étincelle est allumée, une fois que le premier pas est déclenché, il y a quasiment une bonne partie du travail de faire, en fait. De dépasser la peur, avoir du courage, franchir ce premier pas, prendre cette nouvelle décision dans ta vie pour aller chercher autre chose, parce que, en fait, ça, personne ne peut le faire à ta place. Et c'est pour moi le plus important. Ok. Génial. Et bah écoute, on a partagé plein d'éléments, tu as apporté énormément de valeur. Je te remercie beaucoup. Je vais mettre tous les liens pour venir à tes événements, avoir plus d'informations sur ton programme et autres. Et puis je te dis à très bientôt. À bientôt et merci encore Marine. Puis bon courage à tout le monde qui suit cette interview. Lancez-vous, agissez. Merci.